Bonjour à toutes et à tous, ici Placide et bienvenue dans Fais des trucs, le podcast. Cette première édition du format Rien de spécial. Rien de spécial, c'est le format des discussions one-on-one avec des personnes qui ont fait des trucs et qui nous le racontent. Donc si vous êtes curieux de connaître l'idée derrière ce concept et aussi derrière le nom du format, pourquoi ça s'appelle Rien de spécial, pourquoi cette série, je vous invite à découvrir l'épisode numéro 0 pour découvrir tout ça en quelques minutes. Pour ce premier épisode, je reçois Raph. Il a été designer de formation, puis coursier à vélo et maintenant menuisier depuis peu. C'est un ami, on a été collègues, on a même été colocataires. En tout cas, j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Sans plus tarder, je vous laisse avec ma discussion avec Raph pour ce premier épisode de Rien de spécial dans le podcast Fais des trucs. Ce son il a rien de spécial, l'instruel a rien de spécial, je sais même pas je fais quoi, demain ça fait rien de spécial, et ça sert à rien de faire style, gros y'a rien de spécial, tu pensais que le chemin était tout tracé mais tu te rappelles que t'as rien de spécial, poto passe nous voir. Le fait d'être deux, c'est quand même déjà beaucoup plus simple. Pour trouver un sujet ou pour... Pour faire simplement, pour se lancer sur un truc et tout, c'est toujours plus sympa. Et puis en plus, pour créer un sujet, y a un gars, un pote qui s'est lancé sur un podcast tout seul. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est bien. Genre, il s'y donne et tout. Ouais. Mais c'est vrai que tout seul, ça a vite ses limites, quoi. Ces épisodes, ils sont assez courts, c'est assez en surface. Et ces invités, les trouvent où? Il y en a pas. Il y en a pas. Je me suis proposé, mais pour l'instant, il n'a pas besoin de moi. Ok, donc visiblement. c'est plus en mode exposé. Ouais, donc je pense qu'il s'en fiche un petit peu. Ouais. Il Ok. expose ses trucs, en fait, c'est liberté financière, c'est ça le sujet. Ok, Donc, d'accord. il montre un petit peu ses investissements qu'il a fait sur la semaine et tout ça. Il les dit vraiment en toute transparence. C'est des centaines d'euros, c'est des trucs. C'est souvent assez enfin pas anecdotique, mais en tout cas c'est à petite échelle. Hmm. Et il avait lancé ça en appelant ça 10 ans pour devenir libre ensemble, qui était pas un nom. Enfin, ça donnait bien le thème, mais c'était pas fou. Là, il a changé le nom. Il a changé un petit peu, il a rebrandé il y a pas longtemps. Ok. Mais après, bon, il se donne. Ouais, non, après, tout seul, c'est compliqué, ouais. Tu te dis, ouais, je vais le faire tout seul, je vais le faire à ma sauce, mais au final, c'est compliqué de rester motivé à chaque nouvel épisode pour un podcast ou à chaque nouvelle journée de travail ou quand t'as un taf où il y a que toi qui bosse, quoi. Bah ouais. Alors que quand t'es un peu en synergie avec d'autres gens, c'est sûr que c'est vachement plus simple de rester motivé, d'aller là où tu veux aller, quoi. Ouais, et puis il y a ce truc aussi de. Il y a ce truc d'engagement aussi. Il y a pas mal de gens, tu vois, par exemple sur YouTube, qui font des challenges, perte de poids ou des trucs comme ça. Mhm. Et explicitement, ils le disent. Ils font une vidéo à 100 000 vues où ils disent « Je vais perdre tant sur 12 semaines ». Ouais. Et tu penses que c'est quoi le but de la démarche? Et du coup, le but de la démarche, c'est que s'ils l'avaient dit eux-mêmes dans leur carnet, après ça dépend la mentalité des personnes. Il y a des personnes, ils ont plus de peur de se décevoir eux-mêmes, ils s'en foutent des autres. Et des personnes, ils ont une pression sociale. Donc Ouais. en fait, le fait de le dire ouvertement, derrière, ils vont s'obliger à le faire, tu vois. Ils vont avoir plus de chances d'obtenir l'objectif, parce que ils l'ont dit en fait à 100 000 personnes qui se sont engagées, donc ils ont pas envie de passer pour... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils se Pour servent longtemps. de la pression sociale qui est souvent Voilà. plus subie que utilisée. Mais là, c'est un coup pour eux, enfin une façon pour eux de se mettre une deadline, un impératif, de pas décevoir les gens à qui ils l'ont dit, quoi, Exactement. qu'ils ont prévenu. Et d'avancer comme ça, ouais. Donc du coup, ça peut aussi, tu peux aussi t'en servir de cette manière-là. Et je suppose que effectivement, quand t'es tout seul, il y a des fois où des deadlines, elles regardent que toi. Donc en fait, tu mets un truc sous le tapis. Ouais, oui, Tu peux peut-être te sentir très mal toi-même, mais tu te dis ok, personne l'a vu, ouais, et tout ça. Alors que si t'essaies de lancer un truc peut-être à plusieurs, tu te forces peut-être un petit peu plus à... Hmm. Tu veux pas passer pour un con, t'as dit ouais putain, semaine prochaine, on enregistre tel truc, ou on se lance et tout. T'as pas trop envie de te dégonfler, quoi. ouais, c'est un bon moyen d'avancer, c'est sûr. L'idée qui me vient là, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, la pression sociale utilisée à bon escient, on va dire. Voilà, c'est un peu un cas extrême. Je suis en train d'y penser en même temps que j'en parle. Genre la société au Japon, où Ouais. il y a vachement de règles sociales qui pourrissent un peu la vie des gens. Mais au final, ça a fait que leur pays est ce qu'il est, où il y a peu de vandalisme,
d'incivilité, des choses comme ça. Et où il y a beaucoup de suicides. Et où il y effectivement. a effectivement beaucoup, beaucoup de suicides. C'est ce que je me disais en préparant mon exemple. Mais ouais. Non, moi je sais que je fonctionne pas du tout comme ça. Je sais pas, je fais mes trucs, on va dire, assez pour moi. Et enfin, par le passé, c'est vrai que dans mon expérience entrepreneuriale que j'ai eue, je l'ai fait à deux. Et au final, ça n'a pas vraiment marché pour moi cette histoire de se dire, ok, je le fais avec quelqu'un et du coup les choses seront forcément faites. Parce qu'au final, on arrivait à un point où tu étais dans la paralysie de la chose et tu la faisais pas en fait. Alors pourquoi on en est arrivé là, je sais pas trop. J'ai pas trop process le truc. Mais c'était plus vraiment efficace en fait. Bah, parce qu'il y avait une entente qui allait pas, qu'il y avait un engagement qui marchait pas entre les deux, donc c'était Ouais. même carrément une aversion de faire quelque chose pour le projet à deux, Hmm. parce que t'as même pas envie de le faire pour l'autre. Ouais, Donc comme tu sais que ton travail peut-être il va faire 50% pour lui, ouais, ça te fait même chier de le faire si vraiment, enfin en l'occurrence ça s'était mal passé, mais ouais, normalement c'est pas censé être le cas. Ouais. ouais, carrément. Ça- Au début, ça se passait bien en fait. Mais après, plus ça allait, ouais, les choses se bloquaient parce que juste on n'était pas sur le même besoin d'implication, sur le même degré d'implication et du coup, ça collait pas quoi. C'est pour ça que ça a foiré, je pense. Donc c'est une différence de degré, c'est pas une différence de vision. Ouais, ouais, parce que moi on va dire, j'avais une approche plus chill du projet que mon associé, qui lui était plus, on va dire, un peu noué à ce projet-là pour survivre, alors que moi j'étais là pour découvrir les choses, quoi, découvrir l'entrepreneuriat, découvrir comment on monte une entreprise et comment on la met sur ses rails. Et pourtant t'as pédalé. T'as beaucoup pédalé, enfin je veux dire t'as fait les heures, même si toi t'étais sur une ambiance plus où effectivement t'es pas allé chercher beaucoup de choses très techniques au niveau de la société et tout ça. C'était lui qui s'en occupait parce que c'est lui qui l'a pris et c'est peut-être lui qui a essayé de prendre le truc plus à cœur en se disant ouais c'est une vraie entreprise, c'est un projet business, etc. Mhm. Et toi t'étais là pour pédaler. En Ouais. attendant, le fait que toi tu puisses pédaler autant, pendant que lui il voulait faire du bise, en attendant ça servait tout autant le projet quand même en termes d'engagement. Je veux dire même si effectivement peut-être ta vision était différente. Ouais, je faisais autant d'heures que lui. Après, je sais pas, moi j'étais là plus pour le kiff que pour vraiment charbonner, mais ça je l'ai compris qu'après, parce que j'avais que 20 ans quand j'ai commencé le truc. Au moment de la rédaction des statuts de la société, ouais, c'est ça, j'avais 20 ans, donc j'avais pas encore tout compris, et c'est toujours pas le cas, mais bon, j'avais un peu plus de, ouais, un peu Ouais. plus de, je sais pas, hein, de légèreté dans le truc, on va dire. Et du coup, je faisais pas les trucs qui me faisaient chier, et donc forcément, ça impliquait l'humeur de mon associé, ce qui est genre normal, quoi. Et, euh, et du coup, on en est arrivé à ce truc où, ouais, c'est là, je pense que j'ai découvert que je voulais faire les choses pour moi et pas subir la pression sociale de quelqu'un d'autre. Après j'ai l'impression que naturellement t'es plus à vouloir pas te décevoir toi, pas d'un point de vue c'est pas d'un point de vue euh, péjoratif que je dis ça parce que ouais, t'as les qualités et les défauts que t'as, mais t'as plus une vision plutôt égocentrique de tes projets, de ce que tu Ouais, fais. T'as envie que ouais, ça te carrément. plaise à toi et tout ça, et puis quitte à des fois un petit peu mettre des virgules de temps en temps à quelques personnes en tout respect, mais essayer d'organiser les choses autour de toi, même des autres, que ça te serve quand même un minimum, que ce soit quand même un petit peu Ouais, bénéfique carrément. pour toi dans tous les sens. On m'a dit récemment que j'avais l'intelligence de m'adresser aux gens dont j'ai besoin d'un service pour les mettre, on va dire, dans ma direction, pour que leur vent souffle dans mes voiles, on va dire. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas. J'ai ce truc, je pense que je suis un peu égocentrique carrément. Enfin, ouais, je le suis. Et juste, j'essaye de pas en abuser, mais quand il s'agit de me servir de ça pour propulser mes projets pro, ouais, j'hésite pas du tout. Ouais. Et de faire les choses pour moi, parce que, enfin, il y a un truc que je me dis très souvent quand je suis en difficulté, ou même quand je le suis en train de kiffer ma vie,
c'est que la seule personne qui sera toujours avec moi quand ça va pas, ben c'est moi en fait. Il y a pas, c'est pas ma meuf, c'est pas mes parents. Ta mère, elle sera toujours là. Ma mère, ben non, justement. Non, elle sera pas toujours Tu là, vois, mais il y a un tant qu'elle moment- est là, elle sera là. Oui, voilà, tant qu'elle est là, elle sera là parce que c'est ma maman et enfin parce qu'elle est comme ça en plus. Mais genre, tu vois, quand maintenant je fais de la menuiserie, elle est pas avec moi à l'atelier en train de poncer ou de porter des trucs lourds, tu vois. Oui. Mais enfin, je fais les choses pour moi parce que ben il y a que enfin pour Parce moi que il y a les autres le feront pas aussi. ouais voilà c'est ça. Il y a pas, je sais pas. Ouais. Parce que j'ai pas envie aussi d'impliquer les autres dans mes délires en fait. Bah, après, c'est une vision qui peut porter préjudice dans le sens où des fois tu vas aller un petit peu plus dans ce que toi tu veux, quitte à ce que les autres fassent des compromis. Ouais. Parce que tu veux justement un projet à plusieurs et t'as quand même envie que toi 90% de ton objectif rentre dedans et si les autres 75%, tu vas quand même prendre tes 90, j'ai l'impression. Ouais. Après, bon, c'est une manière aussi de s'en sortir et c'est certainement mieux que de s'écraser et de faire 50% de son projet parce que les autres veulent le faire à leur sauce. Ben ouais, moi c'est comme ça que je vois les choses. Aussi parce que enfin, je fais pas ça pour écraser les autres, en fait, je fais ça Non. souvent pour la réussite du projet. Et ça, c'est souvent mal interprété dans ce sens-là. Oui. Ou pareil, je passe pour un salaud alors que moi je veux juste tirer le projet vers l'avant, quoi. Oui, Quitte parce que tu t'arrives sur d'une manière assez catégorique peut-être des fois. Ouais, je suis de droite en fait, je pense que c'est ça. Ouais. Je me le cache. T'es de droite. Très bien. Ce sera un podcast de droite. Faire les choses On va à se faire droite. insulter de macronistes, de jeunes macronistes. Il y a moyen. Alors que j'y connais rien du tout. Ouais, non, et puis attends, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Ça va me revenir. C'est ta manière d'organiser les choses autour de toi pour que ça te serve Ouais. et quitte à ce que des fois, bon, ta vision passe un petit peu plus en douce. Et j'ai aussi ce truc de mettre au second plan l'humain pour que le projet dans lequel je suis embarqué, tout seul ou pas, avance. Et genre, je prends des décisions souvent très cartésiennes. Genre, l'humain n'apparaît même pas dans mon spectre de possibilités. Et du coup, des fois, c'est blessant pour les autres. Mais moi, je vois ça du point de vue projet et avancement de l'histoire. Pour moi, ça fait tout à fait sens. Et c'est vrai que souvent, enfin, pour moi, l'humain n'est pas forcément considéré. Mais je considère l'humain dans la réussite globale du groupe, tu vois. Oui. Pour moi, c'est plus valorisant que ensemble, le groupe, on ait réussi à faire un projet charmé avec des bons retours clients, un truc qui a vraiment de la gueule et qui a été bien fait, que de me dire ah ben le projet il pue la merde, mais je suis content parce que Mireille et Michel ils ont pu participer, mettre leurs pattes, tu vois. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux que le projet soit stylé, tu vois. Je veux, ouais. Tu t'en fous de faire plaisir. Ouais, je veux pas faire plaisir aux gens, je veux faire plaisir au projet. Je veux que le projet lui-même soit stylé, quoi. Après, il faut pas que ça pâtisse aussi il y a une partie d'humain. Enfin, les projets, tu les fais avec des humains. C'est comme souvent on voit les marques. Tu vois, quand on parle d'une marque, quand on parle d'une entreprise, on oublie qu'en fait, une entreprise, c'est un truc où on a dit, ok, ce bout de papier, ça veut dire que c'est une entreprise. Ok, ces 1000 personnes là, on dit que c'est des gens qui travaillent là-dedans, mais en fait, tout ça, c'est des constructions humaines et à la fin, c'est juste des mecs qui sont alliés dans un truc. Ils se sont dit, ok, ce bout de papier, il a de la valeur. Ça devient des administrations, etc. Et puis, mais à la fin, c'est quand même des humains, quoi. Ouais. Donc, pour les faire avancer, tu vois, je le vois des fois sur Kibodo, en termes au niveau des produits, parce que les produits sont en bambou, etc. Ok, tu regardes, tu dis ah ouais, c'est bambou, c'est écolo, tout ça, ok, ça, ok. Après, j'ai fait un papier il y a pas longtemps là-dessus, où t'as trois choses. T'as le transport déjà, en termes d'impact, qui est hyper important. Tu peux faire du biodégradable, tout ce que tu veux. S'il vient en avion. S'il vient en avion tous les 6 mois, ton truc, et que c'est du jetable, disposable, en fait, bah, il vaut mieux, tu vois, tes pailles en carton, par exemple, il vaut peut-être mieux que t'aies une paille en inox, qui
qui demande peut-être 150 fois plus d'énergie à faire qu'une paille en carton, mais que tu l'utilises 1000 fois, quoi. Ouais. Et que tu peux juste la mettre, la laver quand tes clients ils l'ont utilisé, par exemple. Carrément, ouais. Et donc t'as ce truc-là, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la durabilité fonctionnelle. Donc effectivement, ton clavier, ta souris, il faut que ça dure très très longtemps, que ce soit au niveau des batteries, enfin voilà, comment tu fais ta conception produit. Donc ton truc, s'il peut durer 10 ans, 20 ans, au niveau des touches, c'est quand même cool. Donc ça, c'est durabilité fonctionnelle, il faut qu'il fonctionne, quoi, pendant longtemps, mais tu peux pas occulter le fait que c'est des humains, et que nous, les humains, on n'est pas très rationnels quand même, même si on aime bien se le dire. Carrément. Même toi et moi, surtout. Oui. On aime beaucoup se le dire. Mais plus j'avance, et plus je me rends compte que je le suis peut-être moins que je pensais à 18 ans, en tout cas, certainement. Et que, effectivement, un mec qui a un clavier, il peut durer 20 ans son clavier, mais s'il a envie de le changer, il le changera. Et c'est comme un t-shirt, tu peux faire des t-shirts avec des coutures de fou qui durent 10 ans. Si ton t-shirt rouge, au bout d'un an, t'as plus envie de porter du rouge, ton humain, il va le changer, son t-shirt. Et donc ta durabilité fonctionnelle, elle est peut-être pas rentabilisée. Donc en fait, moi j'ai appelé ça durabilité pas fonctionnelle, mais du coup durabilité émotionnelle, dans le sens où il faut que ton produit, non seulement il tienne 10 ans, mais il faut que le mec, il ait envie de l'utiliser 10 ans. Oui, ton produit véhicule des valeurs qui vont faire que tu vas vouloir le garder très longtemps. Ouais, et puis il te procure encore une émotion et tout ça, et donc en fait c'est du postulat que un t-shirt qui va durer peut-être très longtemps, tu vas avoir tendance à le jeter juste parce que tu as envie de le changer, parce qu'il te procure plus d'émotion, alors que tu as des objets chez toi qui n'ont aucune fonctionnalité, qui ne fonctionnent plus ou qui n'ont jamais fonctionné ou qui servaient juste pas à faire des fonctions, tout simplement, autre que la fonction émotionnelle ou purement émotionnelle ou tu vois en termes de décoration, et pourtant tu vas les garder. Tu vas les garder 30 ans, 40 ans, tu vas vouloir les garder alors que c'est des objets qui servent à rien ou qui sont cassés. Oui, qui remplissent aucune fonction que le kiff, quoi. D'un côté, tu te débarrasses d'objets qui servent encore, et d'autre côté, tu essayes de garder absolument des objets qui servent plus à rien. Carrément. Parce que c'est la complexité de l'humain, quoi. Et du coup, tu vois, dans des projets, des fois, il faut mettre peut-être une touche d'humain, savoir dire, ok, là, je suis peut-être pas si rationnel que je le pense, de toute façon. On va mettre peut-être une touche d'humain, on va... Oui, après, je suis le premier à venir vers toi si j'ai une question au niveau d'un design de mes produits ou d'une organisation. Juste, par exemple, on parlait du site web tout à l'heure, le site web de ma boîte. Ouais. Dès que j'ai besoin on va dire, de la connaissance de quelqu'un, j'hésite pas à y aller, quoi. Et surtout, toi qui en as plutôt pas mal niveau entrepreneuriat et même web design et tout ça, vu que pour Kibodo, t'as quand même pas mal joué avec tout ça. Je suis assez moyen en tout, effectivement. Ouais, mais du coup, moi ça me va, j'ai pas besoin d'être tier 1, je veux juste avoir les bases un peu partout, et après, à partir de ces bases-là, je construis mon truc, mais aller chercher les connaissances de base, et qui plus est chez des potes, c'est encore mieux, quoi. Bah ça, c'est super. Hein. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, tu vois, j'ai découvert la voile. J'ai fait du bateau à voile pour la première fois de ma vie, avec une collègue que j'ai rencontrée du coup à la boîte de menuiserie dans laquelle je travaille, qui est venue à la menuiserie par la charpente navale, par le fait qu'elle était scout marin, et du coup elle a appris à naviguer, et du coup elle montre ça aux gens, tu vois, et c'est passionnant d'apprendre au travers d'elle, on va dire, tout ce qu'il y a derrière la navigation, tu vois, ne serait-ce que tout le vocabulaire qu'il y a, la façon de prendre le vent et tout ça, c'est hyper intéressant. Donc oui, je fais des projets pour moi, et j'aime bien aller dans mon sens, mais je trouve quand même le moyen d'aller chercher la connaissance chez les autres et de m'en servir pour le projet, quoi. Ouais, carrément. Et est-ce que ce qui t'intéresse aussi, c'est pas aussi simplement découvrir une vision que toi t'as pas? Ouais, carrément. Par exemple, aller voir un boulanger, aller le voir faire son pain, c'est pas pour apprendre à faire du pain spécialement. Non, mais juste le mec, il aime tellement ça, il est comme un dingue avec son pain, avec ses trucs, il fait ça à 5h du matin, il le met au four, il est trop content et tout. Ouais. Et tu sais que son truc, déjà t'as immensément envie de goûter, mais c'est intéressant juste pour l'expérience, quoi. Ouais, de voir les process qu'il y a derrière, comment les méthodes, comment les gens abordent les difficultés, leur vie, la façon de faire les choses, de faire les trucs. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, parce que je suis toujours en train de me poser les questions dans ce que je fais. Dès que je fais un truc, ok, comment je peux le faire, pourquoi je le ferai comme ça, et comment en arriver
l'objectif. Et c'est quoi tes objectifs là? Là, c'est de prendre un maximum d'expérience dans le domaine que je découvre, qui est la menuiserie. Ça fait qu'1 an et demi que je fais ça. J'ai encore plein de trucs à apprendre, et après, ça serait de monter ma boîte et de faire ça tout seul, quoi. Faire tout seul avec à mon compte, on va dire. Et puis après, forcément, j'aurais besoin un peu de partenaires pour le faire, que ce soit des stagiaires, des salariés, des associés ou des choses comme ça. Ça dépend, ouais, de quelle manière tu l'abordes. Est-ce que tu démarres effectivement avec des associés et tout? Il y a plein de manières de faire après. Ouais. C'est difficile de savoir Mais la bonne. dans l'idée, ouais, je partirais sur une structure toute petite, maximum genre 3 personnes. Faire peu de projets, mais faire des trucs hyper quali. Et 3 personnes, c'est déjà beaucoup. ouais, après dans la menuiserie, c'était souvent des structures de 10-15 personnes, on va dire. Donc t'es souvent obligé, on va dire, de tendre vers l'industrie parce que t'as des coûts à amortir et des choses comme ça. T'as une grande notion d'économie d'échelle. Ouais, à moins que t'aies une super clientèle locale très spécifique. Voilà, c'est ça. Ce qui est difficile à aller chercher, quoi. Sur du sur-mesure, etc. Ouais. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ça que je veux faire. 2-3 personnes et... 2-3 personnes. Mais ça veut dire type, dans l'idéal, type associé. Type 2-3 personnes, non. Soit, dans l'idéal, ça serait co-louer, on va dire, un local. Partager un local avec quelqu'un d'autre. Une association commerciale, en tout cas, pas voilà. de structure, mais... 2 structures différentes qui travaillent ensemble. Alors, parce que forcément, il y a des moments où tu as besoin d'aide et d'autres moments où tu n'en as pas besoin parce que l'activité fluctue et t'as pas toujours des gros chantiers où tu as besoin d'être à 3 et c'est... On va dire, pour moi, c'est plus naturel de bosser avec quelqu'un qui a une structure séparée et qui plus est, qui ferait des choses un peu différentes de moi. Moi, je fais un peu de dessin, mais bon, je suis pas non plus affairé tout le temps là-dessus, faire du dessin d'objets et des choses comme ça. Je suis plus orienté production maintenant. Donc pourquoi pas quelqu'un qui fait un peu de dessin, quelqu'un un peu plus artistique que moi, on va dire, parce que je suis très dans le technique. J'ai un peu de manque en artistique et du coup bosser avec un artiste, on va dire, un designer, ça serait intéressant. Et à côté de ça, une personne comme toi qui fait un peu de... Enfin, qui fait... qui un pas peu qu'un peu... De distribution. Ouais, voilà, de la distribution, qui a des moyens de vendre les produits qui sont pas forcément les siens, mais quand même y ajouter une touche de dev à l'intérieur aussi. Ouais, et puis j'ai des idées fonctionnelles. C'est comme toi, du coup, on a tous les deux un petit manque peut-être de créativité purement design parce qu'on a juste pas les connaissances, parce que ça s'apprend aussi. Hein. Oui, carrément. La beauté de l'objet, ça s'apprend. C'est pas un truc inné. Enfin, en tout cas, en partie. Et ouais, mais c'est vrai qu'on est un petit peu sur la même thématique. Moi, je pourrais apporter plutôt sur l'aspect fonctionnel, parce que j'ai envie, tu vois, un bureau avec de la charge sans fil qui est intégré, où tu poses ton téléphone dans un coin, ça charge, ou même peut-être, je pense qu'un jour les ordinateurs chargeront aussi, les MacBooks, etc. chargeront aussi comme ça sans fil en posant sur les bureaux, oui, mais dans peut-être longtemps. Mais ouais, ce genre de choses, quoi. Ça peut prendre forme. Oui. En tout cas. Je pense que c'est ça qui me manquerait, ouais. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir des idées de principe, on va dire. Et moi, j'apporterai ma touche avec des solutions techniques derrière chaque principe qui est proposé, quoi. Ouais, et c'est peut-être bien aussi quand tu fais ce genre de choses. Alors, c'est un peu à double tranchant, mais d'avoir quelqu'un qui connaît pas comment on fait. Oui. Parce que celui qui connaît pas comment on fait, il va te dire des trucs qui sont impossibles. Ouais, qui est un peu candide sur ce qui se passe, mais en même temps, je pense, c'est un bon challenge pour proposer des solutions créatives et de faire des trucs innovants. Et du coup, il va peut-être te proposer des chemins ou que tu trouves impossibles ou que tu n'avais même pas pensé et qu'en fait sont tout à fait possibles. Ça va peut-être te débloquer une zone dans le cerveau que t'aurais même pas imaginé explorer sur le sujet. Ouais, c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui connaissent rien et j'aime bien aussi poser des questions justement à des gens qui sont pas du milieu, savoir s'ils comprennent où je veux en venir pour être sûr que le produit que je propose peut être identifiable, on va dire, par n'importe qui. Ça, on nous l'avait dit en école d'ingé.
pour la présentation du mémoire technique, c'est un truc de 50 pages, c'est vraiment la conclusion des 3 ans et tout, c'est un truc, c'est vraiment conséquent quand même, c'est lourd à digérer. C'est une condition pour avoir le diplôme et tout, c'est vraiment balèze, et puis la présentation, elle dure, je crois, 20 ou 30 minutes, plus t'as autant de questions. Ok. Enfin, c'est vraiment un truc d'1 heure avec des questions, enfin, c'est un sujet que t'es censé maîtriser, de toute façon, c'était 3 ans. Et on nous avait dit un truc, il me semble, qui était faites-la à votre mère, la présentation. Si elle comprend tout, c'est que c'est bon. Ouais, carrément. Si t'arrives à expliquer des trucs de chaudronnerie, d'ingénierie à ta mère en présentation PowerPoint, ton PPT, et qu'elle a tout compris, c'est que ta présentation, c'est bon. C'est réglé. Et que t'as bien sûr mis tout l'aspect technique qu'il fallait pour que ce soit intelligible et qu'au niveau, en termes techniques et intellectuels, ce soit suffisant pour bien décrire le sujet. Mais je pense que c'est un bon truc, parce que s'il y a qu'un expert qui peut comprendre ce que tu racontes, c'est probablement que tu l'expliques mal. Carrément. Je pense. Aussi compliqué que ça puisse être. Et en même temps, je reboucle sur le truc de demander des choses à des gens qui n'ont pas la même vision que toi et qui n'ont pas conscience des contraintes. En même temps, quand tu parles à des développeurs, un mec qui fait des interfaces web sur Adobe et qui dit vas-y dev ça, et qui te met des trucs, des animations, des trucs complètement qui font pas sens du tout, tu vois, en termes fonctionnels, ça peut aussi être compliqué, quoi. Un mec qui écoute pas, qui a pas cette casquette de dev, qui sait même pas comment on code un site web et qui te fait des super interfaces. Il y a un site qui s'appelle Dribbble, c'est plein d'interfaces hyper hype et tout, c'est des trucs, c'est magnifique, c'est hyper joli et tout. Mais les devs, ils disent, ça reste sur Dribbble, quoi. Ça, on le fait pas. Même en termes d'expérience utilisateur, c'est hyper stylé. Mais ça n'existe pas dans la réalité, c'est même pas utilisable. Oui, c'est un peu hors spectre de ce qui peut se faire et ce qui peut être compris par n'importe qui. Donc, un peu comme avec beaucoup de domaines, t'as ce truc d'équilibre aussi à trouver. Mais ça dépend peut-être de quand tu travailles effectivement dans une organisation ou quand tu travailles tout seul. Quand tu travailles tout seul, t'as peut-être besoin de ce mec-là qui sait pas, qui connaît pas tes contraintes, alors que dans une organisation bien huilée, t'as pas besoin d'un mec qui comprend rien à ce que tu fais. Non, ou alors il faut qu'il soit à la base, on va dire, de l'idée, et pas forcément dans le process de fabrication, quoi. Ouais. Il faut qu'il soit genre à la partie innovation et que le mec qui propose un principe, on y revient, partir d'un principe avant même d'essayer de chercher une solution technique. Comme j'ai eu l'exemple assez récemment avec mon père qui cherche à fabriquer une machine à dessin. Donc, machine à dessin. Ouais. Donc mon père, artiste dans l'âme, bricoleur de fou, qui m'a donné, je pense, la fibre de toucher des trucs, de faire les choses avec mes mains et tout ça. Et son idée du moment là, c'est de fabriquer avec juste un simple moteur un système qui tient un stylo, qui fait des dessins aléatoires sur une feuille. Et c'est complexe. Là comme ça, le pitch c'est complexe. C'est ça. Tu pars d'un moteur avec quelques poulies, des courroies, et t'arrives à tenir un feutre et avec 2, 3, 4 bielles, on va dire, qui permettent de transmettre le mouvement circulaire du moteur en mouvement aléatoire sur la feuille. Et il a beaucoup de mal à isoler des principes là-dessus. Il sait où il veut aller, il sait qu'il veut que son stylo se balade tout seul sur une feuille, mais il a beaucoup de mal d'isoler chaque fonction séparée de chacun des objets qu'il va avoir besoin de mettre dans sa machine pour que ça dessine. Il va directement dans une solution technique avant même de penser au principe dont il a besoin. Et si tu pars pas si tu isoles pas toutes les fonctions que ton objet doit remplir avant de les dessiner, tu te perds en fait, tu vas nulle part. Tu cherches des solutions technologiques qui ne répondent au final à aucun besoin. Et tu as juste un amas de solutions
sans aucun besoin derrière et tout perd sens, on va dire. T'arrives par la fin, tu dis bon là il faut que le stylo, le crayon il se pose ici, là il faut que ça tourne là-bas, Ouais, mais c'est tout quoi. Et après tu vas essayer de refaire ton schéma à l'inverse là-dessus. carrément. Et du coup, j'essaye de l'aider là-dessus. Et je me rends compte que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de structure d'innovation, de process d'innovation, on va dire, qui n'a pas appris Ouais. ça, parce que mon père n'a pas du tout fait ça dans sa vie. C'est compliqué de poser ça et d'arriver à une solution, on va dire, qui fonctionne, quoi. Bah, ouais, c'est facile pour nous parce que c'est un truc qu'on a vu en étude. Oui, Le fait de faire un schéma mécanique oui. avant de faire un assemblage, Hmm. tu sais très bien, bon là il te faut une liaison, là il faut que ça tourne dans ce sens, enfin il n'y a même pas de sens pour le coup, là il faut que ce soit une glissière, là il faut que ça tourne, tac, là il faut que ça pose, là c'est un plan contre un plan. Oui. Bon voilà, et puis après tu modélises et puis tu mets effectivement des courroies et tout ce que tu veux en fonction de ce que tu as décidé sur tes schémas, et ton schéma il fait la fonction à la fin. Mhm. Alors que lui c'est vrai que s'il part en se disant alors va me falloir des roues ou Ouais, des rotules comme ça, de telle taille, telle dimension, ouais, alors que au final, il n'y a rien de posé sur la table encore. c'est Et super dur. du coup, il s'éparpille beaucoup là-dessus, quoi. Mais du coup l'aspect hasard, c'est ça qui m'a un peu trigger. Oui. Parce que le hasard n'existe pas si t'as fait ton système. C'est un pattern après qui va Oui, voilà, reproduire t'as ton un système. pattern, mais sur, on va dire, 30 secondes d'utilisation de la machine, t'arrives à un truc à peu près hasardeux. Et du coup, l'idée, c'est... Pardon ? Et en modifiant après un peu les dimensions de ta machine, tu changes ton pattern et t'arrives à d'autres choses. Et du coup, l'idée, c'est... C'est L'idée, quoi ? C'est de stimuler une créativité ouais, c'est de créer des dessins assistés, on va dire, par cette machine-là, quoi. Vraiment d'arriver à... Pas de viser, on va dire, une forme à atteindre grâce à la machine, mais juste plutôt s'émerveiller de ce que la machine a créé alors que t'as mis des dimensions un peu random dans ton système et de voir ce qu'il en sort après. Donc tu te sers du croquis de la machine plus ou moins hasardeux, en tout cas toi tu l'as assemblé comme ça, tu sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Et t'essaies de dire ok, je vais partir de là et ça va me donner des idées quoi. Ouais, ça va te donner une esquisse. Après, tu la laisses telle quelle ou tu rajoutes peut-être 1, 2, 3 feutres. Tu changes de type de stylo, tu changes de matière, et à partir de là, ouais, tu peux surligner quelques courbes qui ont été tracées et partir de là, effectivement, pour proposer autre chose. C'était ça le but. Ça c'est pas mal, hein, franchement. Parce que, tu vois, je m'inclus dedans, mais il y a pas mal de monde... Partir d'une feuille blanche, c'est impossible. Après, ça dépend comment ton cerveau il est câblé. Il y en a, ils ont des cerveaux où tout est très... tout va très vite et part dans tous les sens. Donc c'est des gens qui ont souvent du mal à calculer, qui ont du mal à se cadrer sur une tâche, mais par contre, s'il faut faire un petit bac, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, là où il faut chercher les mots, ça va très vite. C'est des gens plus forts, ou le time's up, tu vois. C'est des cerveaux qui vont plus dans tous les sens. Pas du tout comme moi. Et du coup, moi, effectivement, quand tu me donnes un problème cadré, je pense que toi, c'est un peu pareil, ça va. On a l'intellect pour. Par contre, dès que enfin, c'est compartimenté, quoi. Moi, je vais chercher dans des tiroirs, je vais regarder ce qu'il y a, je vais prendre le tiroir multiplication, et puis je vais l'ouvrir, et puis c'est tout. Mais si tu commences à vouloir me demander de partir d'une feuille blanche, et de démarrer un truc, impossible. Alors que tu mets 2 courbes, après c'est bon. Ok, les 2 courbes, elles correspondent à ça, ça me donne l'idée de ça, ok, tel tiroir et tout, ok. Oui, ok, je vois. Et du coup, t'as des gens qui sont câblés comme ça, et c'est vrai que ton père, je sais pas exactement, mais s'il est câblé d'une manière où il est compartimenté, effectivement, où il peut se concentrer, où il bricole et tout, le fait d'avoir 3 traits qui démarrent et qui sont pas de lui, peut-être qu'il peut faire des trucs hyper créatifs, quoi. Ouais, non, après, je pense qu'il est câblé, comme tu disais, en mode pas du tout organisé, totalement créatif sur le moment. Il a du mal à se centrer, on va dire, sur une tâche précise et sur un but, en fait. Il découvre le but en même temps qu'il fait les trucs, tu vois. Il sait pas où il va. Tu vois, il fait les trucs pour les faire, après il se dit ouais, c'était stylé, en fait. C'est une vibe, quoi. C'est vraiment, voilà, il vogue. Carrément. Il vogue sur la vie comme ça, il prend les courants, il pagaie un tout petit peu. Et... C'est ça. Il voit des feux verts, il y va, puis ça chill comme ça. Mais en même temps, je pense qu'il a quand même un but derrière la tête. J'ai pas encore compris, mais
Je pense qu'il sait très bien où il va, mais juste il sait pas comment y aller, du coup il prend la vague et il va où ça va, et puis il découvre aussi petit à petit son truc, quoi. Mais il arrive à initier la vague, quoi. Il part quand même... Ouais, il arrive à se jeter à l'eau, mais juste des fois il barbote au même endroit pendant longtemps. Et après, une fois qu'il... Je sais pas comment dire. Une fois qu'il est parti, mais des fois il reste souvent à quai, tu vois. Et Ouais, c'est normal. ouais. Je pense que, enfin, pour leur génération, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que pour la nôtre de se foutre à l'eau, quoi. Oui. Nous, on n'a pas trop le choix. Non? Enfin, eux avaient pas non plus le choix d'aller bosser et tout, mais c'était plus cadré, c'était plus organisé. Ouais. Et t'avais aussi moins de liberté, du coup, hein, en contrepartie. T'avais beaucoup plus de vision, je pense, au niveau de l'avenir et tout ça, beaucoup plus de... Voilà, de toute façon, si tu fais des études, si tu travailles à l'école, si t'as tel diplôme, bon, il n'y a pas trop de hasard, tu vas y arriver, quoi. En fonction de ce que tu donnes, tu sais que tu vas aller à tel endroit, par contre, il n'y a pas trop de surprises, quoi. C'était peut-être un petit peu ça... Ouais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a un champ des possibles qui s'ouvre devant lui, parce que il a réussi sa vie, il a une maison, il a eu 2 enfants, il a de l'argent, tu vois, il envisage un peu plus des choses différentes que juste de faire son taf de fonctionnaire et d'aller du boulot du lundi au vendredi et le week-end pas faire grand-chose, et voilà. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a aussi un peu de mal à structurer sa recherche, parce que il n'a pas été habitué à ça, quoi. Il n'a pas été habitué à avoir le choix et avoir la possibilité de faire d'autres trucs, quoi. Après, c'est dur de se donner soi-même ses tâches aussi, hein. Ouais, c'est chaud, hein. C'est très très tendu, hein. Même avec un esprit entrepreneurial, etc. Moi, quand c'est moi-même qui dois me donner le travail, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais. J'ai lu un bouquin assez récemment sur comment avancer dans un projet. Ça s'appelle... c'est un truc, on va dire, un peu de dev personnel assez mainstream. Mais je trouve quand même qu'il y a des choses qui résonnent en moi là-dedans. Et je suis en train de chercher le nom de l'auteur. Ça s'appelle The One Thing, l'essentiel, passer à l'essentiel. Et c'est de Gary Keller et de Jay Papasan. Je l'ai dans mes livres audio. Il est parmi les 15 livres audio qui ne sont toujours pas lus, parce que Amazon Audible me rince de livres audio à chaque fois que j'essaie de résilier l'abonnement. Du coup, je reprends des livres, je dis super, celui-là je le lirai. Enfin, je l'écouterai. Et du coup, il est là-dedans. Écoute-le dès que je m'en vais. Tu l'écoutes. Okay. Et ça structure la pensée, on va dire, vers l'essentiel. Le postulat de ce bouquin, de ces gars-là, c'est de dire que il n'y a qu'une seule chose qui mérite d'être faite dans ta journée, c'est celle qui rendra toutes les autres inutiles ou plus faciles. Et la formule quasi exacte, c'est... Enfin, du coup, il faut se poser cette question-là le matin. Okay. Quelle est la chose que je peux faire? Le peut faire est très important là-dedans, qui rendra toutes les autres inutiles ou moins importantes. Donc en fait, ça t'oblige à réfléchir à vraiment ce qui est le plus important. C'est ça. À établir un but à plus 10 ans, plus 5 ans, et tu réduis l'échelle jusqu'à ta journée, on va dire. Okay. Et tu te dis, ok, quelle est la chose que je peux faire? Donc si ton goal, c'est de fonder une famille, et que tu es actuellement célibataire, tu peux pas faire un enfant à ta femme. Avant ça, il faut que tu trouves une femme. Et avant ça, après, il faut que tu arrives à la convaincre que tu veux un enfant et qu'elle aussi, enfin, à convaincre, non. Que ce soit consenti. Voilà, que vous soyez sur la même longueur d'onde et tout ça. Donc, il faut vraiment s'attarder sur qu'est-ce que je peux faire. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a pas mal aidé, tu vois. Donc, mon goal, c'est de monter ma boîte et de pouvoir l'exploiter et de vivre de ma passion qui est le travail du bois. Et en réduisant l'échelle, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter le développement de mon activité, la création de ça. Et j'en ai conclu que avant d'aller chez des clients et de pouvoir livrer des produits que j'ai fabriqués, que ce soit une cuisine, un lit, tout ce que tu veux, il me faut quelque chose pour le transporter. Donc j'ai acheté un camion. J'ai acheté une petite camionnette. Et je me suis dit, ok, avec cette camionnette-là, je vais pouvoir aller à Brico Dépôt, à Leroy Merlin, à Castorama, où tu veux, acheter du matos pour fabriquer des choses pour mes clients, pour aller les livrer et embaucher mon chèque à la fin.
c'était la chose pour moi, sur le moment où je me suis posé la question, qui était à la base de tout le développement qui allait arriver à mon but, qui était de créer une boîte et de vivre de ma passion. Et pour les gens qui ont un peu de mal à se mettre en action, comme la personne que j'étais il y a, allez, je sais pas, combien de temps, 5-6 ans, 7 Je ans? sais pas, c'est très incrémental. Je pense que ça s'est passé de manière très... Oui, c'est fait petit à petit. Mais ouais, du coup, pour moi, c'est un truc qui m'a permis quand même de faire avancer les choses assez rapidement dernièrement dans ma vie. Où j'ai acheté ce camion-là et maintenant je travaille pour des gens à droite à gauche. J'ai une activité salariée qui me permet de vivre tout simplement, le temps de lancer mon affaire, tu vois. Mais Est-ce que l'achat du camion aussi te sert pas de pression? on y revient. D'auto-pression, parce que bon, carrément. t'as acheté un camion, C'est ça. ça t'a coûté un certain prix, il y a un moment, Oui. tu vas pas dire « Ah ouais, non, aujourd'hui j'ai pas envie Non, de faire des meubles. » Carrément. Et là, Non. pareil, je loue un petit atelier. Je me dis, putain, je paye 150 balles par mois pour. C'est un tout petit truc, tu vois. Ouais. Mais bon, je lâche 150 balles par mois. Ça me donne souvent l'envie d'arrêter d'avoir la flemme de pas y aller, tu vois. Oui. C'est vrai que peut-être pas de la pression sociale, mais plus de la pression financière, du coup, forcément. Où c'est une méthode aussi que j'ai de me foutre les mains dans la merde avant de commencer à nager, tu vois. J'aime bien me mettre dans cette pression-là de me dire, ok, vas-y, j'y vais. Tu vas en foutre partout dans la piscine, par contre. Ouais, mais c'est pas grave, j'aurais... Oui, bon. C'est dégueulasse. Je préfère la mer que la dégueulasse. piscine. Et le truc, ouais, étant que, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être au pied du mur pour commencer à avancer, quoi. Ah, ça, on a vu, ouais. Ça c'est un truc que tu répètes assez. C'est Te vrai. mettre dans la merde pour faire les trucs. Des fois, il n'y a pas besoin, mais bon, visiblement, C'est ma seule c'est façon super d'avancer. important. Ouais, bah c'est ma méthode. Je la partage après. Ouais, The One Thing, c'est pas mal. Il y a aussi ce truc de... Moi, j'avais vu, je pense que ça rejoint un petit peu le fait de faire la tâche la plus compliquée, la plus chiante, celle que t'as pas envie de faire dès le matin. Enfin, en premier, en fait. Ouais. Quand t'as Je encore pense que d'énergie. ça rejoint un petit peu la même chose. Ça rejoint peut-être pas le truc le plus important, mais peut-être qu'en fait, le truc le plus important, c'est le truc que t'as pas envie de faire au début. Et déjà, si tu le fais pas, si tu fais les trucs faciles déjà, c'est compliqué. C'est comme si tu te lèves, le premier truc que tu fais, c'est si tu scrolles pendant 1 heure, ta journée de productivité, elle est flinguée. Oui, pour les 24 prochaines heures. T'as dépensé de l'énergie, de l'influx nerveux. Et puis ça te met dans un mood... si tu démarres ta journée par scroller, ta journée se passe différemment que si tu l'as démarré avec le téléphone qui était dans une autre pièce, que t'es allé directement prendre ton petit déj, t'as réfléchi à des trucs. Ton petit yoga. Si t'as fait d'autres trucs, et en fait, ce que tu vas faire à 17h va pas être la même chose peut-être. Carrément, tu seras pas du tout dans la même dynamique. Et aussi un truc qui est dit dans ce livre, j'y reviens parce que ça me paraît important et j'ai oublié de le dire, que une fois que tu as trouvé cet essentiel-là à faire, tu t'y consacres à 100% pendant une période donnée. Il faut que tu détermines des périodes où tu vas rien faire. Tu te dis, ok, entre 17h et 18h, j'ai envie d'être dispo pour aller boire un coup avec les collègues, pour aller voir ma meuf, tout ce que tu veux, ce qui te fait kiffer. Mais avant ça, tu te dis, ok, le postulat du livre, c'est le matin pendant au moins 4 heures. Il faut que tu te consacres 4 heures continues de ta journée à cette chose essentielle que tu as envie de faire. Pas mal 4 heures. Ouais, mais justement, d'après ce livre-là, le seul moyen d'accomplir des grandes choses, c'est vraiment d'y consacrer beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. 4 heures, quand tu rapportes ça à ta journée, c'est pas si gros que ça, mais vraiment d'être en mode 100% focus là-dessus. T'as pas besoin de plus au final que 4 heures. Si vraiment tu fais que ça, qu'il y a personne qui vient te casser les couilles parce que la porte de ton bureau elle est fermée, parce que ton téléphone il est en mode silencieux et que tu prends les appels que uniquement ceux que tu cherches et que tu lis tes messages uniquement les messages importants. Et que comme tu disais, tu scrolles pas pendant un quart d'heure toutes les heures alors que t'as autre chose à foutre. Sachant que les trucs vraiment importants, vraiment urgents, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Finalement. À part parler de ma maman tout à l'heure. Ouais. Moi, si c'est... Mais même ta maman, des fois, quand elle t'appelle, peut-être qu'elle peut attendre l'après-midi. Non, mais ça dépend quel sujet, mais très souvent. Ouais.
Non, moi j'ai ce truc que j'ai mis en place avec mes parents. Les choses pas importantes, ça se passe sur WhatsApp. Quand je reçois un texto, là je sais que ça pue la merde. Oui, Ou quand elle m'appelle c'est pas directement mal. en GSM et pas en Ça, WhatsApp. c'est cool. Ouais, tu vois, tu différencies les deux. Tu Ouais. apportes une valeur différente en fonction du média. Et c'est là que tu sais que tu peux continuer ta journée sans répondre. Ou alors, il y a un souci, il y a vraiment un point qui bloque, et là tu dois répondre. C'est vrai qu'on utilise beaucoup WhatsApp maintenant, et moi c'est un truc qui m'avait un peu énervé, parce que quand je suis dehors, j'aime bien désactiver les données, parce que je suis dehors. Enfin maintenant ça se fait plus, parce que maintenant avec les iPhones et tout, enfin t'as tout qui s'active tout seul, c'est en économie d'énergie et T'as tout. ton forfait qui a augmenté aussi. Le forfait c'est plus un souci, t'as plein de raisons techniques qui rendent ça possible, mais c'est vrai qu'avant... quand tu sortais, tu désactivais les données pour plein de raisons, surtout pour des raisons de batterie, parce que c'était pas du tout pareil avant. Ouais, Tu mettais la 4G, tu flinguais la batterie en une demi-journée. Enfin, la 4G, la 3G pour le coup. 3G+. Et du coup, on s'appelle beaucoup par WhatsApp. Et du coup, quand je désactive, des fois, on me dit « je t'ai appelé ». Oui, mais... Et du coup, on s'appelle sur WhatsApp comme si c'était le réseau cellulaire, en fait. Enfin, c'est le réseau cellulaire, comme si c'était le réseau... téléphone, mobile, ouais, de base, que ça passait pas par internet. Et on s'appelle plus du tout, on s'envoie plus de SMS, quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait cette différenciation, parce que Mais du coup, c'est cool de pouvoir s'en servir comme différenciation particulière. Et ça, ouais, ça évite les distractions, on va dire, secondaires. Ouais. Et ça, c'est cool. Parce que vraiment, quand ils pensent, le nombre de trucs urgents, vraiment importants. Enfin, vraiment, les mecs qui sont énervés au feu rouge, qui courent dans la rue et tout, avec le recul, quand t'en as vécu des moments comme ça, plein, genre au niveau de tes études et tout, forcément t'en as eu, moi j'en ai eu plein. C'est parce que t'étais souvent en retard. Ouais, parce que j'étais tout le temps en retard. C'est vrai que je suis arrivé, on commençait à 8h30, je suis arrivé tous les matins à 8h35. Mais de manière super régulière en plus. C'est pas un retard, c'est vraiment j'arrive tout le temps à 35, quoi. Il suffirait juste Je sais pas, il y a un truc derrière ça. C'est pas juste t'as la flemme, il y a quelque chose. Et donc du coup, il y avait ces moments-là. Mais bon, après, quand y penses, est-ce que vraiment tu vas économiser 3 secondes sur ton rond-point en mettant tout le monde en danger, en plus. Est-ce que vraiment, dans une vie, c'est très 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 important, là, ces 30 secondes même ton rendez-vous méga important par rapport à tout ce qui se passe dans une vie, est-ce que vraiment ça fait sens, quoi? Ouais. Mais c'est vrai que j'étais vraiment tout le temps en retard, de manière super stable. Super stable, super impressionnante, je sais pas. Non, c'est juste que c'est une manière de pas avoir envie de perdre de temps, en fait. Ouais. En fait, le truc, c'est que je me dis, ça me fait chier si j'arrive en retard, mais si j'arrive 15 minutes en avance, si je prends 15 minutes d'avance tous les matins, ça va tellement me saouler d'arriver 15 minutes avant. Moi, je fume pas, je prends pas de café. Ça va tellement me saouler d'attendre 15 minutes tous les matins, d'avoir perdu 15 minutes. Juste pour faire bien devant ton boss. Juste pour être à l'heure, quoi. Et du coup, je me dis vraiment, je pars vraiment comme ça, j'arrive pile. Mais au final, t'arrives jamais pile parce qu'on est très mauvais pour prédire combien de temps on prend un projet ou prend même un trajet. Oui, t'as tellement de variables que tu peux pas savoir. Donc, du coup, t'arrives toujours à quelques minutes de retard, quoi. Et c'est super stable. Et n'en fais rien de plus. J'ai redécouvert ce souci-là avec du coup mon activité salariée du moment, où il y a un objet magnifique dans la société professionnelle occidentale, qui est la pointeuse. Oui, la pointeuse. La pointeuse, c'est où, grâce à cet objet magnifique, on vient te casser les couilles pour 4 minutes. Et ça fait 8 ans de ma vie que je n'avais pas rencontré une pointeuse. On va dire que les retrouvailles sont moyennement ça te manquait pas. Accueillies, on va dire, par les deux parties. Et que effectivement, ça me rapproche de plus en plus de mon essentiel de monter ma boîte. Et on va dire de me détacher de cette pression à la minute, qui au final pour moi n'a aucun sens, à part casser les couilles. Ça dépend des postes, ça dépend des responsabilités, mais il y a un moment il faut arrêter de casser les couilles aux gens. Moi ça me fait penser à l'ancien taf que j'ai quitté du coup d'ingé. Oui. Qui était vraiment pas possible. C'était intéressant intellectuellement et tout, c'était cool. Et l'entreprise est très bien, y a pas de souci. Et j'ai rencontré des gens cool là-bas. Mais c'est pas possible. Genre à un moment ils avaient mis une pointeuse. Moi j'y étais pas, ils m'avaient raconté.
Après, il l'avait enlevé parce que du coup, les gens faisaient trop d'heures. Et du coup, ils étaient obligés de pointer. Sauf que comme ils les pointaient, ils étaient obligés de les payer après, quoi. Mais oui. Et du coup, ça posait vraiment problème parce que les gens, C'est ça, ils avaient plein d'heures sup, quoi. Les gens étaient plus là pour faire des choses, ils étaient là pour faire des heures. Et du coup, les gens venaient faire des heures, et comme il y avait des pauses café tout le temps, et les gens faisaient trop d'heures, quoi. Ils ont dit non, on enlève la pointeuse parce qu'on est obligé de les payer, quoi. Et ta productivité, on devient éclaté, ta renta pareil, et ça perd tout son sens. Ça, je sais pas, on peut que l'imaginer, mais en tout cas, d'un point de vue même d'eux-mêmes, ils avaient dit non, on peut pas payer autant d'heures, faites-les quand même, mais on les paiera pas. Normal. Et puis tant pis. Tout à fait normal. Mais enfin, à demi-mot, quoi. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à ça. Mais la pointeuse... Et du coup, il y avait plus de pointeuse. Mais par contre, t'avais quand même un manager qui te cassait les couilles si t'arrivais à 35 et tout ça, parce que les autres sont obligés d'arriver à 30. Du coup, tu comprends, même si je sais que toi, t'es intelligent et que tu fais ton taf, Et que t'arrives tu comprends que pour le bien commun... T'arrives à 35 et à 36, t'es déjà en train de bosser. Pour la cohésion d'équipe, bah du coup, c'est pas cool, quoi. Mais du coup, ça se justifie un peu. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a de l'humain. Donc en fait, si t'as un mec qui arrive tout le temps à 35 et que les autres ils se font chier à arriver à 30, c'est un peu chiant, quoi. Et ouais, mais oui, t'as ce truc où même pour la gestion d'un grand groupe, enfin d'un groupe de personnes, au-delà de 3, il faut que t'aies cette pression-là. Mais en même temps, je la trouve peu légitime, cette pression-là qui s'installe, parce que au final, c'est à l'individu d'être responsable aussi du temps qu'il passe à son travail. Tu peux pas te... Enfin, j'ai du mal à me sentir sérieux et professionnel quand je passe de 8h à 18h à ma journée, alors que je vais pas forcément faire plus de choses entre 8h et 18h que si je venais de 8h à 16h, tu vois. Je ferais la même quantité de tâches, d'opérations, juste je prendrais plus de temps parce que je sais que je finis à 18h. Et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, parce que c'est naturel, tu peux pas rester concentré sur ta tâche au travail pendant 10 heures d'affilée. Ça, c'est prouvé, hein. T'as des moments de flottement, et c'est obligatoire, tu peux pas, à moins de prendre des substances dont j'ignore totalement la teneur, bien sûr, mais enfin, je sais pas, ça me paraît aberrant, quoi. Mais ça c'est prouvé que un humain, tu lui donnes 2 semaines pour faire un truc, il va mettre 2 semaines pour les faire, mais il va pas mettre 2 semaines étalées, il va le faire en 24 heures. Sur la dernière semaine. Entre 14 et tu 15e lui jour. donnes pour demain, il le fera pour demain. Et si ta tâche, tu dis, oh ça j'ai 2 heures pour le faire, si tu l'as fini en 1 heure, tu vas rien branler après. C'est fou quand même. Hein. Bah, c'est... Donc ça, les deadlines, je sais plus d'où ça vient, mais c'est assez connu. Ouais. Et du coup, je finis juste sur sur la confiance, tu vois, en termes des heures avec les 5 minutes, etc. Ça dépend aussi pas mal du contexte. Parce que quand t'es sur un bureau d'ingénierie, que t'as des mecs, c'est des ingés, normalement ils sont quand même assez malins. Ils ont entre 35 et 50 ans tous. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y en avait qui étaient pas du tout responsables. Mais ça va. Genre le mec s'il arrive à 35, si le mec il fait son boulot, qui travaille avec des mecs dans 2 langues, qui fait ses réunions, qui fait ses trucs avec ses maquettes 3D qui pèsent 1 tonne, je pense que ça va. Normalement, il devrait pouvoir gérer le fait d'arriver à 35 parce qu'il a amené sa fille, tu vois, à l'école et qu'il va faire son taf. Tu vois, tu peux lui faire confiance à un moment, t'as pas besoin d'infantiliser. Ouais, de micromanager tout le temps comme ça. Après, oui, là, c'est aussi, je découvre un milieu différent. Avant de bosser dans la menuiserie où le niveau d'études s'arrête souvent au brevet professionnel, donc un bac -1, on va dire, enfin, ou pas loin. T'as ton CAP, t'as ton BEP, et si t'es vraiment chaud, tu fais ton brevet de maîtrise. Ouais. Alors que moi j'ai un bac +3 et j'ai bossé, on va dire, avec des gens niveau d'études supérieurs à ça, quoi. Parle pas mal des BEP quand même, j'ai un BEP. Oui, mais t'as pas que ça. Enfin, oui, j'ai fait pas mal de diplômes derrière, mais j'avais un BEP au début. Donc c'est sûr que j'arrive dans un milieu où il y a peut-être besoin de ces structures-là que moi je n'ai pas. Ça dépend du contexte. Ouais, comme tu disais, peut-être que... Ouais. Et même si toi tu peux le gérer, ça m'ouvre les yeux sur le truc. Peut-être que si t'as des collègues qui peuvent... C'est pas trop une bonne idée de leur laisser le gérer. Peut-être que pour le bien quand même du truc, il faut que tout le monde fasse l'effort.
Mais tu vois, ça c'est vraiment peut-être dépendant du contexte, et c'est ça qui me dérangeait sur l'entreprise en ingénierie, c'est que il y a un moment, je pense que là, on est dans un contexte où c'est bon. On peut le faire. Tu vois, sinon, on peut pas le faire, je sais pas qui. Sachant que c'est des mecs qui sont même pas payés à l'heure. C'est du forfait cadre. C'est du forfait, donc Le mec, s'il fait pas son taf, ça va se voir, quoi. C'est lui le chef de projet, donc... Oui, si le projet n'est pas livré à temps, c'est lui qui saute, et puis terminé, bonsoir. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a un truc... Il y a des résidus de management, de trucs des 30 glorieuses, je sais pas, hein, de trucs d'industrie, etc., qui doivent rester, quand même, dans la culture. Ouais, c'est assez Je dommage. suppose, hein. Ça me dérangerait pas du tout d'être artisan du changement de cette phase-là de la société professionnelle en France, on va dire, je pense. Ah bah, ça a dû bien changer, déjà. Hein. Après, je sais pas, moi. Je sais pas comment ils ont géré le télétravail. Moi, je suis parti à ce moment-là, je me suis échappé deuxième confinement. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la boîte. Oui, parce que toi, t'es rentré en plus au début du Covid. Ouais. Ah, moi, j'étais bien à la maison. Pour commencer un taf. J'étais bien à la maison, mais je pense, j'ai eu des petits rappels de micromanagement en mode, ouais, je t'ai appelé à 16h15, t'as pas répondu tout de suite, t'es revenu à 16h30, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, par contre, c'est cool, mais s'ils managent les gens comme ça en télétravail, ça va être très très compliqué. Ça va être s'ils long. essayent de les manager comme ils les surveillent au bureau, les 2 mois et demi, ça va être long, quoi. Ça va être super compliqué, quoi. Après, à l'époque, tu savais pas que ça allait durer 2 mois et demi, tu pensais que ça allait durer 3 semaines aussi. Et puis quand on est rentré de télétravail, ils ont dit bon, ça s'est bien passé. On est étonnamment surpris de voir à quel point les projets ont avancé comme d'hab. Genre, les trucs ont quand même tenu la route. Bah oui, quand t'as pas... Mais c'était exceptionnel, on le refera pas. Voilà. Genre, ça a bien marché, on sait que ça peut marcher, mais par contre, c'est mort, on le fera pas quand même. Je capte pas. Et du coup, ils ont dû se capter un deuxième, troisième, quatrième confinement, je sais plus combien il y en a eu. Et je sais pas, du coup, maintenant, à quoi ça ressemble cette entreprise. Mais je pense qu'ils ont dû se prendre un... Je pense que ça a dû beaucoup changer. Ouais, ils ont dû avoir en 2 ans un changement de 20 ans qu'ils auraient eu sans ce bousculement. Et oui, parce que t'as des nouvelles contraintes qui sont apparues, qui étaient déjà là, mais juste qui étaient sous le tapis, quoi, qu'on a toujours ignoré ces 10 dernières années, et qui au final étaient vraiment là. Et du coup, sur ce truc-là que tu disais, de savoir est-ce que ça se bouscule, est-ce que ça change et tout, à voir. Je sais pas si cette entreprise-là, par exemple, ça a vraiment changé. Je pense que oui, quand même. Mais, enfin, il y a pas mal d'entreprises, à mon avis, qui ont capté que quand t'arrêtes de casser les couilles à ton employé en permanence, que ça soit avec des réunions où le mec a pas besoin d'être là, des réunions qui peuvent être résumées par un mail, et que tu lui laisses le temps de faire ses trucs, et tu laisses, genre, on parlait de l'essentiel des 4 heures, bon c'est peut-être pas 4 heures qu'il faut pour chaque tâche, tu vois, mais tu lui laisses le temps de faire son bail sans distraction, le mec il va prod, il y a aucun souci. Sachant que, pour venir sur les 4 heures, si un mec travaille full concentration pendant 4 heures le matin, il a fait sa journée. Hein. Il a fait plus que toute une journée de post-clope, etc. Là, de ouf. Et d'entendre Michel de la compta qui passe à côté, qui te raconte ses histoires son week-end à la pêche, t'en as rien à branler, tu vois. Alors c'est sympa, oui, la sociabilisation et tout, ok, très bien, ça a son temps, mais ça a rien à faire au travail pour moi, quoi. Tu vois, je préfère être un gars qui reste... Ouais, voilà, faut pas être si catégorique, mais dès que t'as un peu de monde autour de toi, c'est pas juste le fait que Michel il te raconte sa journée en 5 minutes, c'est qu'après lui il y en aura 3 ou 4, tu vois, qui vont passer à côté, qui vont se parler, et du coup ça va te perturber. Alors que du télétravail dans plein de postes, ça fait absolument sens, et la production sauf quand t'es obligé de répondre quand on t'appelle sur Teams dans la seconde, quoi. Voilà. Et que sinon si tu le fais pas, c'est un problème. Mais ça c'est la maladie des 5 minutes. C'est la maladie du t'as pas 5 minutes, ça prend 5 minutes. Le problème, c'est que 5 minutes, si tu fais une tâche, que t'es concentré, qu'on te prend 5 minutes pour te sortir le cerveau sur autre chose, le temps que tu te remettes dedans... Oui, ça fait plus que 5 minutes. Ça fait beaucoup plus que 5 minutes de perdu, quoi. Et ça fait pas du tout 5 minutes de gagné. Non. Donc, c'est ça qui est assez compliqué, même quand t'appelles quelqu'un. Moi, maintenant, j'essaye de le faire. Quand quelqu'un m'appelle sur un sujet, il dit « Ah, on avait rendez-vous ?» non, enfin des fois c'est le cas, c'est moi qui l'ai oublié, tu vois, donc je préfère quand même... T'es le boss pour je dis ça vraiment en toute politesse, parce que des fois j'oublie aussi. Et ou alors je propose simplement, tu vois, ok, super, on peut en parler mardi. Moi, dans la matinée, je prends l'école dans la matinée en général, voilà, vers 10h.
Comme ça, j'aurais eu le temps de me mettre un peu dans la journée de travail, de faire peut-être 1 ou 2 tâches importantes avant. Tu sors du lit à 9h45. Pas tout à fait, mais... Non, mais tu vois, et là, je serais dispo. Mais même si ça prenait 5 minutes, et même si c'est pas très compliqué, là, je suis pas en train de faire ça. C'est intéressant, mais là, je suis sur autre chose, là, tout de suite. Ouais. Donc, on en parle. Et ça, je pense que les gens comprennent de ouf. Ouais, quand tu l'expliques, au final, en plus, il y a aucun souci. Hein. C'est ça, t'as juste à expliquer, et tu dis, ok, mais pas maintenant. Je serais très ravi de parler avec toi, mais pas maintenant, juste. Tu conviens... Pardon. Tu conviens d'un moment, carrément. Ouais, en plus, ça peut être pas lointain du tout, hein, ça peut être dans 30 minutes. Hein. Oui, juste histoire que tu finisses ta tâche, et voilà. Et tu passes à celle d'après, puis après, on se rend vite compte, encore une fois, que l'urgence... En vrai, 30 minutes, maintenant ou dans 30 minutes, des fois, c'est pareil, quoi. C'est vraiment la même chose. Mais après, ouais, c'est des choses qu'il faut apprendre avec le temps, et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais, un truc à apprendre aussi, c'est que la réalité que tu te fais des choses, elle est négociable, en fait. Tu peux tout à fait négocier avec ce qu'il y a autour de toi. Tu peux te dire, ouais, 5 minutes, c'est beaucoup ou pas. Tu peux le choisir, ça. Il y a des 5 minutes très longues, il y a des 5 minutes très courtes dans ta vie. Ouais, puis surtout, tu peux choisir d'accorder plus ou moins d'importance aux choses. Et du coup, de modifier ton comportement à partir de là et de modifier ta réaction au stress que tu as autour de toi. Quoi. Ouais, mais après, il y a des open space, hein, tu vois, qui organisent ça, tu vois, avec... je sais plus te citer qui disait ça, mais il y a une petite lumière en fait au-dessus du bureau. Donc t'as pas besoin de te cloisonner parce que ça c'est pire. Le problème c'est que si tu cloisonnes, du coup t'as plus de discussion. Il faut quand même que ce soit ouvert sans que ce soit dérangeant. Comme sur MSN, pareil. Donc en fait t'as une petite lumière verte ou rouge ou jaune ou ce que tu veux, ça veut dire là personne ne me parle. Ouais. Si c'est rouge par exemple, je sais pas quelle couleur ils utilisent. Là, c'est pas la peine. Je te parlerai pas. Là, je suis 30 minutes ou c'est 1 heure, tu vois. Souvent, c'est pas long. Parce que vraiment, de toute façon, la concentration du focus hyper forte, t'en as pas pour 4 heures. Mais ouais, de toute manière. Mais vraiment, c'est genre là, j'ai 25 minutes et personne ne me parle. Et puis d'autres fois, là, je suis en train de faire un truc. Si tu veux venir me parler à côté, tu peux. Ouais. Ça, je l'applique au taf. Pas de petite lumière, mais je fais ça par le port des écouteurs. Quand il y a des tâches où vraiment il faut que je sois focus, tu vois, souvent en menuiserie, t'as des moments où tu travailles avec du matériau qui est coûteux, où t'as pas forcément de rab. Si tu chies ta pièce, t'es dans la merde. Ou il faut soit recommencer une suite d'opérations assez importantes précédentes à la tâche que tu étais en train de faire, donc tu perds beaucoup de temps, la boîte perd de l'argent, tu perds de la renta, tu vois. Et ou des trucs assez pointus qui coûtent pas forcément cher, mais où tu as besoin d'être vraiment pas dérangé pour le faire, des collages, des assemblages, où tu mets de la colle, des serre-joints, tu as besoin de faire tout d'un trait, tu peux pas être interrompu parce que ta colle sèche et t'es dans la merde après. T'as pas interrompu et même pas raconter le week-end et puis faire tes trucs avec tes mains à côté, quoi. C'est tu ça. peux pas. Ouais. Et du coup, ça, tu vois, je l'explique petit à petit aux collègues. Voilà, ça fait 4 mois que je suis dans la boîte, du coup, tout le monde commence à être un peu pro con. Quand j'ai mes écouteurs, c'est que j'ai besoin de ma concentration totale. Et j'écoute souvent de la musique qui m'aide à me concentrer. En ce moment, je sais pas pourquoi, c'est la musique classique, l'opéra, ça me fait faire des choses grandioses, telle la musique, tu vois, c'est le truc que j'en ai. Ouais. Avant ça, c'était de la hard bass russe, avec une pulsation assez vive, 120 BPM, tu vois, ça me fait avancer bien. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, il y a des histoires de BPM aussi, en tout termes à fait. de productivité. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est un truc que j'ai mis en place, tu vois, que j'ai négocié avec la réalité. Il n'y avait pas ce système de lampe et tout dans la boîte où je suis, mais j'en ai parlé à mes collègues, je leur dis, ce signal-là signifie que, faut pas me casser les couilles à ce moment-là, dès que j'ai fini, on en parle, tu viens me chercher, on fait des trucs ensemble, t'as besoin d'aide et tout, machin, ok. Mais j'ai négocié ce truc-là avec le monde qui m'entourait, et j'en suis que plus heureux de pouvoir faire mes collages tranquilles. Tu vois. C'est exactement le même principe qu'avec tes parents, avec WhatsApp, etc. T'as des hiérarchies d'interruption. Je sais pas si c'est très correct grammaticalement. Je suis pas sûr d'interruption. D'interruption. Pas d'interruption, d'interruption. Je vais pas oser. Parce que apparemment à la télé, il faut pas trop contredire, mais bon. Et ouais, t'as des hiérarchies d'interruption, donc au final, tu peux vraiment être interrompu par les trucs qui comptent. Yes. Et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Quoi. Ouais.
C'est exactement la même chose du coup. Mais ça, c'est assez cool, hein. Mhm. Franchement. Et c'est un truc du coup que tu peux appliquer, effectivement, on parle de taf depuis tout à l'heure, tu peux appliquer partout, quoi. Ouais, tu peux appliquer ça dans la vie commune, dans ton sac privé, ou ouais, tout à fait. Ouais, tu peux dire, voilà, là je suis occupé. Bon, après, ça dépend des gens, il y en a qui aiment bien être dérangés, il y en a qui aiment bien être entourés, tout ça, il y en a d'autres qui préfèrent même, Ouais. juste s'ils font la cuisine, là je fais la cuisine, là c'est mon moment. Mhm. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Tu peux avoir le droit. Ça me fait penser à quand j'étais jeune. Message de mes copines, tu vois, où il fallait répondre absolument maintenant. Ah ouais. Sinon, tu te fais pourrir la gueule. Ça n'a tellement pas d'importance. Tellement pas. Et maintenant, je me suis trouvé une meuf. On se parle pas pendant 3 jours, il y a des messages en vue. Tout se passe très bien, juste on se parle pour l'important. Et quand on a vraiment des trucs à se dire, on se le dit en vrai. Et on se texte et on s'appelle uniquement pour prévoir les trucs, enfin les moments où on se voit en fait. Et pour moi, c'est le bonheur, incroyable. Et ouais, sans jugement, mais c'est vrai que c'est dommage d'attendre des trucs, de dire ah non, j'ai vu le message, maintenant il faut que je réponde et tout. Ouais, Mais tellement, franchement, putain. Et vache. Et c'est pour citer Val des bonjours et bonsoir là, allez voir cette vidéo, incroyable. C'est Val qui parle de ses relations où mais pareil, il dit ça, il dit qu'il préfère être tout c'est seul. assez catégorique aussi quand même, hein. Faut pas prendre au pied de la lettre, mais Non, mais effectivement, ça il dégoûte, tu exprime bien la délayes un pensée. peu tout ça, et voilà quoi, tu fais ta sauce à partir de ça, mais le fond est quand même assez juste, je trouve. Le fond est assez juste, ouais. Et bonjour, et bonsoir, et bonne nuit, t'as bien dormi. Et il termine par un... Et ferme ta gueule. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez juste, ouais. Mais sans jugement pour ceux qui sont encore là-dedans, mais c'est vrai que c'est super dommage, quoi. De vivre de cette manière-là, c'est quand même assez handicapant, en fait, finalement. Parce que t'as des interprétations de plein de choses Ouais, et derrière. puis t'as ce temps de cerveau qui est monopolisé par ça, quoi. C'est comme si t'avais une page Google ouverte avec du son qui sort en permanence derrière ta tête. Ouais. Et ton ordi, mais ça le ralentit pour rien, quoi. Et ton cerveau, c'est pareil. Si t'as des trucs qui tournent en fond en permanence, sans que ça t'apporte rien, mais je sais pas, ferme l'onglet, tu fais pomme W, là, CTRL W comme tu veux, mais tu fermes la fenêtre. Ouais. Tu peux même fermer tous les onglets des fois. Ouais. Et c'est pas si mal. Tu peux pas forcément avoir un onglet ouvert. Non, mais c'est assez compliqué des fois d'avoir le temps de s'ennuyer. Mais de l'ennui, on sort beaucoup de choses parce que putain, je m'en nourris. Il y a un moment pendant le confinement où je consommais tellement de contenu que j'écoutais des podcasts sous la douche. Donc en fait, tu n'as aucun moment. La douche, c'est quand même l'endroit où tu penses, où tu as des idées. Donc tu processes tout ce que t'as avalé toute la journée. Ouais. Même si vraiment tu consommes plein de contenu et tout, quand même normalement à la douche. Et là, j'avais ou du podcast ou de la musique ou je sais pas, mais souvent du podcast parce qu'à ce moment-là, je découvrais plein de trucs. Mais c'est infernal. Enfin, ouais. au début, ça marche, et puis après, mais t'es dans un brouhaha constant, t'as jamais le temps de t'ennuyer un peu, alors que même juste t'ennuyer, non seulement t'ennuyer, mais en plus te le permettre et dire je suis occupé quand tu t'ennuies. Oui. Alors tu sais, le truc qu'on disait tout à l'heure, les interruptions, là, j'ai 1 heure où j'ai rien, mais j'ai rien pour moi. Ça veut pas dire j'ai rien, ça veut pas dire je t'appelle. C'est pas t'as rien de prévu, c'est que t'as prévu de rien faire. Oui, voilà, c'est très t'as différent. prévu de rien faire. Tu prévois des blocs dans ton emploi du temps où il y a marqué rien faire. Bon, l'émission s'appelle faire des trucs, mais des fois il faut pas faire des trucs. Pour faire des trucs, il faut d'abord pas faire des trucs, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le message? Ouais, c'est ça. Donc d'abord, si tu fais pas de trucs, si tu fais exprès de pas faire des trucs, après tu pourras faire exprès de faire des trucs. Mais d'abord, il faut, avant de commencer à faire un truc, il faut que tu prévois la fin du truc que tu vas faire. Et à partir de la fin du truc que tu vas faire, tu prévois le début du moment où tu fais rien. Je pense qu'on a perdu le fil. Non, moi je l'ai. Et ouais, ce truc de... Je sais pas, moi je me nourris de ça, je crois que ça vient. De t'ennuyer un petit peu, de te laisser des moments... C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Beaucoup. Je me nourris de l'ennui, vraiment. Je m'en fais des grosses parts de gâteau là et je les mange. Et vraiment, pour moi, c'est la source de toute création, de tout projet. Si j'ai une semaine trop chargée, juste j'ai le cerveau qui est en ébullition tout le temps et il faut que je me réserve des moments où je fais rien. Alors avant, je trouvais ça dans le sport, j'ai fait beaucoup de vélo et c'est des moments où je m'ennuyais en fait, mais sur le vélo. Parce que tu fais une boucle de 50 bornes, 60 bornes ou 100 bornes autour de ta maison
Et t'as le temps de t'ennuyer sur 4 heures de vélo que tu vas faire. Quand tu passes le point de non-retour, enfin, ou le point médian de ta boucle, que t'es sur le retour, tu peux pas gruger, tu peux pas te TP de là où t'es, du point le plus loin de ta boucle à chez toi. Tu peux pas te dire, ouais, c'est bon, je fais demi-tour, j'en fais moins, ou quoi. De toute façon, t'es au bout. T'es au bout, donc t'es au point le plus loin de là où tu vas être aujourd'hui. Ouais. Et t'as ce truc de dire, ok, il me reste genre 40 bandes pour rentrer chez moi. Et puis pendant ces 40 bandes, tu penses à plein de trucs, en fait. Ouais. Et genre, je calculais, j'ai fait vraiment trop de vélo, je pense, dans ma vie, pour l'instant, Oui. comparé à la durée de vie que j'ai eue. J'ai calculé récemment, je dois pas être loin des 100 000 km à vélo, en 12-13 ans de vélo. Ça fait quelques révolutions terrestres. Ouais, 4... 2,5. 2,5, je vais dire Ouais. 4, oui, 2, ouais, c'est ça. Oui, 2,5, oui, 2,5, 3. Et du coup, je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ça, tu vois? Qu'est-ce qui s'est retiré de toutes ces heures que j'ai passées sur les vélos, avec ce mouvement répétitif des pédales un peu hypnotisant, où des fois tu te tapes des trans parce que j'ai fait de l'ultra-distance aussi, des journées où tu fais 350, 380, 400 km dans la journée, tu passes 20 heures sur le vélo, t'es défoncé. T'arrives dans une transe totale où je suis arrivé à me poser des questions débiles, genre combien il y a de brins d'herbe sur Terre, Combien il y a de brins d'herbe sur de Terre. brins d'herbe. Ah, il y en a. Tu vois? Ouais. Et des questions comme ça, où ça c'est les questions, je prends un exemple débile pour dédramatiser la chose, tu vois, mais des questions vraiment profondes aussi sur ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce qui me plaît dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui me plaît pas? Comment je peux changer les choses? Et c'est des moments d'ennui qui ont créé pour moi des réponses et des voies de sortie des endroits où j'étais pas bien, et des horizons de là où je voulais aller, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une société où on est envahi par un brouhaha constant, par un contenu constant. Ouais, c'est du bruit. C'est ça, il y a plus cette place-là, et il y a aussi une peur du vide qui s'est développée chez beaucoup de gens. Genre, les gens ont peur de s'ennuyer, quoi. Ah ouais, impossible. Ah non, si je mets pas de musique en fond, non, si je mets pas la télé en fond. Genre, j'ai un coloc, j'habite à Bordeaux en ce moment. Un coloc, il a une télé dans sa chambre, elle est en permanence allumée. Qu'il dorme, qu'il soit debout, dès qu'il est dans la maison, la télé, elle est allumée. Mais ça, c'est compliqué de s'en défaire, je pense, quand t'es dedans, c'est sûr que... Ouais, et moi, je trouve ça... Enfin, j'ai beaucoup d'empathie pour lui, tu vois, je me dis, putain, hein, ce mec-là, enfin, il a peur du vide, tu vois. Il a peur de se retrouver avec ses pensées, et je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé avant dans sa vie, tu vois, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, puis c'est pas... Tu vois, ça s'est pas fait, donc je sais pas trop, tu vois. Mais ouais, beaucoup d'empathie pour les gens qui ont peur du vide comme ça. J'aimerais pouvoir les aider, tu vois, parce que je suis quand même un mec de droite, mais j'aime bien aider les gens à trouver des solutions aussi. Même si je parais prétentieux en faisant. On comprend plus rien à tes positions politiques, alors du Putain, je suis du centre. Comme Bayrou. Putain. Ah là. Cata. C'est la cata. Non, je vois, ouais. Mais effectivement, après, ça vient aussi assez naturellement à certains et pas du tout à d'autres, donc... Ouais. Je pense que j'ai eu cette chance-là que ça m'est venu assez naturellement. De m'ennuyer. Et puis maintenant, je remarque quand même l'Internet, c'est du bruit tout le temps. On est tout le temps connecté. Et il y a trop de bruit, quoi. C'est vraiment du bruit. Je me souviens, moi je suis un peu... ça fait vieux con, mais nostalgique, tu vois, d'il y a 10 ans, parce que moi j'ai 25, mais j'ai connu Internet, vraiment, j'avais 6 ans, quoi. Oui. Et je m'intéressais à ces trucs-là et tout. Et toi, tu l'as pas eu, l'Internet. Toi, tu l'as eu à 14 ans, c'est là où j'allais en venir. J'ai connu l'Internet en 56K avec le modem jusqu'à mes 14 ans. Ouais. Et après ça, j'ai eu la DSL, et je connais la fibre depuis 4 ans, même pas. Hein. Ouais, 4 ans. Et donc, tu vois, avant mes 14, enfin avant mes 14 ans, j'ai appris à me faire chier, en fait, parce que sans Internet, tu te rends compte que... Mais t'as quand même eu Internet assez tard. Oui, enfin, jusqu'à 14 ans, t'avais ça, mais t'avais pas tellement d'utilisation du tout, mais non, parce qu'en plus de ça, j'avais un forfait à la con, genre c'était 30 heures par mois, je crois. Donc oui, en 56K... t'avais les CD
AOL et Ouais, tout ça, c'est où ça. t'avais des heures T'as un forfait d'heures par mois. dans les boîtes de céréales. Tu récupérais tes 30 heures, effectivement. Donc dis-toi que 30 heures avec la fibre, déjà, tu fais des trucs, mais c'est pas non plus insane. Alors 30 heures en 56K, quand pour charger une page, ça prend plus d'une minute. Tu fais pas grand-chose avec Internet et ton ordi, tu l'oublies assez rapidement, quoi, ou en tout cas ta connexion Internet. Donc j'allais faire d'autres trucs. Et c'est pour ça que je pense que je me suis habitué au silence. Et au... Mais même sans le fait de faire d'autres trucs, de pas avoir Internet, parce que moi j'ai eu Internet et je l'ai utilisé massivement, disons, Oui. dès mes 6 ou 7 ans. Ouais, de ouf, on en a beaucoup parlé. Ouais. Et mais c'était pas la même chose, il y avait pas autant de Ah monde, ouais. les gens ils connaissaient pas. Enfin, ils connaissaient, ils savaient ce que c'était, bien sûr, Internet, ça va, on était dans les années 2000 quand même, mais il y avait pas de bruit. En fait, ça veut dire que si tu voulais une info, t'allais chercher l'info. Oui, elle te Et venait pas. il te la donnait, et t'avais une page qui te renvoyait sur autre chose, et puis sur autre chose qui était reliée. Point. Tu vois, alors oui, t'avais des placements sponsorisés et tout qui étaient reliés à ce que tu regardes, mais ça allait pas beaucoup plus loin, quoi. C'était des résultats de recherche, et puis c'était bien encadré, comme du sponsorisé. T'avais pas forcément des trucs de réseaux sociaux et tout. Et juste t'allais chercher les infos où tu voulais, t'allais sur un forum, t'allais télécharger tes films ou quoi que ce soit. Et en fait, t'avais juste ça. Ouais, t'avais juste une info et un moyen d'y arriver. T'avais pas de... Et les sites étaient du coup beaucoup plus... C'était là le premier Internet 1.0, quoi. Puisque le 2.0, c'est le responsive, et Web 3, maintenant, c'est le décentralisé. Donc si tu parles de Web 1, c'est des pages en HTML, avec un habillage CSS, et des pages qui renvoient vers d'autres pages. Et c'est tout, quoi. T'as pas de bruit, quoi. Tu vas chercher ton film, tu vas chercher ta musique, tu vas chercher ton info, tu tombes sur Wikipédia ou sur un autre truc, et puis c'est juste une page avec du texte et ce que tu cherches, quoi. Et maintenant, c'est un tel bruit constant d'infos dont tu veux pas. Go, qui décide de ce que tu regardes. Donc tu scrolles, tu sais pas la vidéo qu'il y aura après. Ouais. Une fois que t'as scrollé celle que tu viens de voir, tu la reverras jamais. C'est même plus de l'instantané, c'est ou de l'éphémère, je sais pas comment appeler ça, mais c'est même plus de l'instantané, quoi. C'est vraiment du... T'as ce truc où t'es dans une situation où t'es pas prêt à recevoir l'information que tu veux recevoir. Et Ouais. une info que tu reçois par surprise, ou du moins à laquelle ton conscient et ton inconscient n'ont pas été préparés à recevoir, elle a un impact très différent d'une info que tu vas aller chercher. Si tu veux... Enfin, moi je regarde plus les infos que quand je vais chez mes parents. Ouais. C'est un décompte macabre de gens qui sont morts, de catastrophes et tout. Ça, on me l'a dit il y a pas longtemps. Moi, je regarde plus les infos non plus, toi non plus. Ouais. On les voit chez nos parents, du coup, chez les anciens. Carrément. Et à chaque fois qu'on les regarde, on se dit, mais il y a que des catastrophes à la télé, Ouais, c'est ça. le journal. Et en plus, ils regardent à midi et le soir, c'est les mêmes reportages. Des ouf. Et c'est que des trucs badants, quoi. Ouais, et puis je sais pas, t'es pas allé chercher de toi-même, te dire, ça s'est pas venu dans la tête, genre, ok, est-ce qu'il y a eu une catastrophe sur Terre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés coincés dans une soirée d'Halloween en Asie? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont morts, tu vois? Bon, il y a peu de chances que vraiment tu te demandes précisément ces questions. Voilà. Mais Et justement, c'est ça qui est ouais. totalement what the fuck de dire ça aux infos, au journal télévisé. On parle du journal télévisé. Tu dis ça dans le sens où t'aurais jamais pensé à aller chercher ça t'aurait pas... C'est pas que ça t'intéresse pas, mais c'est vrai que ça t'aurait vraiment pas traversé l'esprit, ça va pas trop changer ta vie, même si c'est bien d'être au courant. Ouais. Et c'est un truc qu'on te sert comme ça, quoi. C'est pas une info essentielle. Ouais. Aucunement. T'as peut-être des choses plus essentielles à apprendre, effectivement, de ta journée, même si c'est toujours bien de rester au jus de l'actualité. Ouais. Se mettre au jus de ce qui se passe dans ton pays, niveau politique et tout ça, ok. Mais t'as pas besoin de savoir ce qui se passe à l'autre bout du globe et combien de gens sont morts quand t'es en train de bouffer ton steak frites à la cantine, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un impact hyper négatif sur la vie des gens. Ouais. Mais le drame fait toujours plus cliquer, plus regarder que le positif. Donc après, c'est une question d'audience. Hein. Mais parce que justement, il y a du bruit et que t'es obligé de faire des trucs. Et que ça remplit le vide. Qu'il faut que ça remplisse parce que il faut faire du bruit. Mais ça, c'est terrible. Franchement, cet aspect bruit là, que ce soit la télé ou Internet, je trouve ça assez terrible. Ouais. Maintenant, avec les trucs modernes.
Ouais. Et Ça part un peu dans tous les sens. en parlant de bruit. En parlant de bruit, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que les 20 dernières minutes... Ouais, bon. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi Écoute, après tout. On va te dire. Bon, il faut conclure. Mais on peut laisser la place au vide. Laissons la place au vide.